dans un premier temps à Pierre-Yves Cadalin, donc orateur national de la France Insoumise, qui fera une intervention donc sur le thème « Faut-il sortir de l'Union européenne ?» Vous voyez, je disais ça tout à l'heure, on a fait, et on parle de l'Union européenne à ce propos, on a fait tout un sujet autour de 58 migrants qui avaient été recueillis avant de mourir noyés dans la Méditerranée. Ça a été une affaire d'État et une affaire de tous les États européens. Pour arriver à une absurdité incroyable, c'est qu'on les a répartis dans différents États. Comme si 58 personnes qui arrivaient étaient une charge trop lourde à porter pour un État à lui seul. Ce genre d'absurdité donne assez bien l'idée à quel point nos gouvernements et les institutions européennes sont en incapacité totale de penser les défis que nous présente le siècle. Car en réalité, avec le changement climatique, l'ONU estime aujourd'hui que d'ici 30 ans, ce sont entre 250 millions et 1 milliard de réfugiés qui seront jetés sur les routes du monde. Et que ferions-nous à ce moment-là, quand aujourd'hui on est en train de s'écharper, de débattre sur l'accueil de 50 réfugiés? Voyez-vous, il y a une inadéquation totale de nos institutions et de nos gouvernants avec les problèmes posés par notre époque. Parmi les problèmes que notre force politique doit affronter, il y a la question de l'Union européenne, qui est cette sorte de superstructure bureaucratique à laquelle personne ne comprend grand-chose et qui pourtant a une influence décisive sur nos existences. Je veux replacer la question qui est posée, faut-il sortir de l'Union européenne, dans le contexte politique de cette année. Oui, le contexte qui est le nôtre, c'est celui des élections européennes qui ont lieu en mai prochain, le 28 mai prochain, pour laquelle les candidats sont ici et nous avons une belle liste qui a été formée. Et en réalité, la question du rapport de l'État de la France à l'Union européenne n'est pas la question centrale des élections européennes. C'est-à-dire qu'au sortir des élections européennes, il est impossible de décider si on sort ou non de l'Union européenne. Ce n'est pas l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, au contraire, c'est de poser clairement les problèmes que pose et que rencontre aujourd'hui l'Union européenne et que nous rencontrons du fait de l'Union européenne. Parce que nous savons que les députés que nous allons envoyer, j'espère qu'ils seront nombreux, j'espère qu'il y en a ici, les députés que nous allons envoyer au Parlement européen, ne nous faisons pas d'illusions. Ils n'auront pas un pouvoir décisionnaire considérable. C'est précisément une des raisons pour lesquelles nous critiquons l'Union européenne. C'est que le Parlement européen est un Parlement fantoche, qui a uniquement un pouvoir de codécision avec la Commission européenne, mais en réalité, à l'initiative de tous les textes, c'est la Commission européenne, et étant donné qu'elle est nommée, c'est au fond le Conseil européen et les gouvernements européens aujourd'hui au pouvoir. Et vous savez comme moi que l'état général des rapports de force des gouvernements européens n'est pas du tout favorable à nos idées. C'est pas une très grande nouvelle, vous voyez très bien ce qui se passe dans l'Europe de l'Est. Vous voyez la menace fasciste qui revient. Et heureusement, nous sommes là. Et c'est bien précisément cela qu'il va falloir montrer pendant ces élections européennes. C'est que l'Europe n'est pas condamnée à un choix entre d'un côté les libéraux qui ont produit cette situation catastrophique et l'extrême droite nationaliste. Or, c'est le récit qui est en train d'essayer de mettre en place Emmanuel Macron, sa clique, et forcément le Front National. Ou alors, par jeu interposé au niveau intereuropéen, Salvini et Macron, dont le ministre de l'Intérieur complètement fêlé, qui dit qu'il y a un complot entre les musulmans et les homosexuels pour prendre le pouvoir. Si vous voyez le niveau, déjà qu'ici, ils sont pas terribles, les nôtres de ministres, mais alors là, il y a un degré au-dessus. Et donc, ils ont un intérêt réciproque à ce que ce récit soit le seul qui émerge des élections européennes. Et moi, ce que j'ai envie de dire à propos de ces élections, c'est que nous devons émerger comme force active, comme force de proposition, comme justement cette force qui, avec Podemos, avec le Bloco de Esquerda au Portugal, avec peut-être le Sinn Féin en Irlande, avec plein de forces européennes, sont en rupture totale avec les politiques d'austérité qui sont menées depuis des années en Europe. Pour faire simple, le combat des élections européennes va être un combat à la fois contre l'extrême finance, qu'incarne à merveille Emmanuel Macron, et l'extrême droite, qu'incarne le gouvernement fascisant italien. Pour cela, nous avons un programme.
qui va être décliné au niveau européen également en décembre. Je crois que c'est en décembre l'échéance de publication de ce programme. C'est pour ça que je commençais par ça tout à l'heure. Une force médiatique nouvelle, neuve. C'est pour ça que je commençais en me rappelant il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous pouvons produire notre propre discours et faire que pour un tas de gens ça fasse sens. Et que le monde fasse sens à partir de notre discours. Et c'est cela qu'il faut construire pendant les élections européennes. Il faut, en réalité, que nous poursuivions la dynamique entamée pendant la présidentielle. Et je vais le dire très simplement, pour ceux et celles d'entre vous qui vont aller mener campagne à cette occasion, qui vont aller faire du porte-à-porte, etc. Si nous réunissons ne serait-ce que la moitié ou 2/3 des électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle d'avril 2017, nous ferons un score incroyable. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Les élections européennes ont un intérêt, avoir des élus européens qui seront des élus de combat, qui porteront une voix, etc. Mais surtout, elles instaurent un rapport de force dans le pays. Et il faut dire aux gens qui ont été avec nous l'an dernier et qui se disent ça ne sert à rien. Mais on peut leur dire, donnez-nous la force de gagner la prochaine fois. Donnez-nous la force d'apparaître comme ce que nous apparaissons depuis 1 an, c'est-à-dire la première force d'opposition à Emmanuel Macron et à son nouveau monde pourri. Maintenant, il faut parler de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Le constat qui a été présenté tout à l'heure sur l'éducation et la recherche est assez significatif de problèmes plus généraux liés à l'Union européenne. Et j'en vois 2 essentiels. La bureaucratisation permanente de tout type d'activité, qui a un effet collatéral, y compris l'activité politique. C'est-à-dire y compris les discours, y compris un tas de textes qui sont complètement incompréhensibles, une sorte de novlangue technocratique, donc d'un côté, et de l'autre côté, quelque chose qui est vraiment la conséquence, et quelque chose qui est intimement lié à ce caractère bureaucratique, l'irresponsabilité totale des institutions européennes vis-à-vis des peuples européens. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion telle entre les institutions européennes et les peuples qu'il est impossible de qualifier ces institutions de démocratiques d'aucune façon que ce soit. Et c'est ça qu'il faut dire parce que parfois on a des amis qui se disent quand même, Victor Hugo, les États-Unis d'Europe, c'est sympa, etc. Bon, oui, c'est vrai, ça vient, il y a une idée européenne qui vient, mettons, de notre courant culturel, idéologique, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'Union européenne est devenue. Ça n'a absolument rien à voir. Cette Union européenne-là, et c'est le constat qu'il faut dresser, non seulement elle opprime, elle est extrêmement violente avec les classes populaires dans tous les pays européens, mais en plus, elle s'auto-détruit dans cette forme d'incompréhension particulière qui est propre aux libéraux. Et si on prend chez nous aux marcheurs, il y a cette idée qu'au fond, si l'Union européenne ne fonctionne pas, c'est à cause des eurosceptiques. À cause des... Alors là, c'est des sortes de bêtes méchantes qui se cachent dans les coins de la pièce, etc. Et puis on les montre comme ça, en disant « Bouh, les eurosceptiques, vous détruisez le projet européen ». En termes d'analyse, on parlait de recherche, dans sciences sociales, etc., c'est quand même très faible. C'est-à-dire, on se dit, il n'y a pas de phénomènes sociaux, etc., il n'y a pas eu de crise économique, il n'y a pas eu de problème de gestion générale des politiques publiques en Union européenne, il n'y a pas eu de paupérisation des gens, il n'y a pas eu tous ces phénomènes-là, ça n'existe pas. Le problème, c'est ça. C'est comme ceux qui vous disent, le problème avec le quinquennat de François Hollande, c'est qu'il y avait Jean-Luc Mélenchon qui le critiquait. C'est exactement vrai. Il y a des socialistes qui disent ça, qui disent notre problème, le Parti socialiste se porte mal à cause de Jean-Luc Mélenchon, et non pas à cause de leur propre incapacité à penser le monde et à réaliser des politiques un peu cohérentes. C'est un peu le même problème qui se pose au niveau européen. Et je vais en prendre 3 exemples rapides. Le premier, c'est les aberrations qui sont liées au travail détaché. Et je crois que c'est un exemple très important. Il est très important parce que si nous ne saisissons pas le problème à bras-le-corps, nous nous coupons d'une partie du pays qui, au fond, vit quotidiennement les problèmes liés au travail détaché. Moi-même, j'étais candidat à Brest pour les élections législatives. J'ai rencontré les ouvriers du chantier naval. Ils me disaient, en fait, avant, il y avait 200, 250 ouvriers, voilà, plein temps, etc. Ils ont baissé à fond la voilure, maintenant ils sont autour de 80, et ils font venir énormément de travailleurs détachés. Bon, en soi, ils n'avaient pas d'hostilité, au contraire,
les potes que j'ai rencontrés, ils se sont rendus compte que les travailleurs détachés travaillent dans des conditions misérables, mais misérables. Il y a même eu un mort une année sur le port de Brest, parce que les gens, ils déjeunent pas, ils sont logés dans des conditions atroces, et donc ils essaient de traduire les tracts dans les différentes langues pour dire ben, organisez-vous, etc. Si un avait le malheur de prendre le tract, il se faisait punir par le chef, le contremaître. Donc on en est là. Et en plus, ils ne sont pas qualifiés, parce que c'était ça le principe normalement de la directive. C'était quand il y avait des problèmes en qualification, et ben on disait paf, on fait venir des gens parce qu'on a un manque, un déficit sur ces qualifications. Mais il se trouve qu'il y a des ouvriers qui viennent, qui ont peut-être été réparer des voitures, etc., puis ils se retrouvent avec des bateaux de 40 mètres ou 50 mètres, et à devoir réparer les moteurs, mais c'est pas le même métier. Absurde, il est injuste, du point de vue des travailleurs détachés, qui travaillent dans des conditions misérables, et il est injuste du point de vue des travailleurs qui travaillent au statut normal, parce qu'il ne faut pas dire travailleurs détachés ou travailleurs français, parce que je crois que c'est autour de 40 ou 50% des travailleurs détachés qui sont français. Sauf que ils passent par le Luxembourg, etc. Bon, bref, c'est des montages. C'est juste du dumping social organisé. Et il faut, du coup, un des angles de la campagne, ça doit être abolition du statut de travailleur détaché. Et si ça pose des problèmes de transition immédiate, parce qu'il faut toujours être concret, si on prend cette boîte-là, c'est vrai que si on dégage d'un coup les 150 travailleurs détachés, ça ne va pas le faire. Mais on peut leur proposer des formations, par exemple. On peut les mettre au statut de travailleur normal. Et la deuxième chose importante, c'est la question du glyphosate, qui est une sorte d'exemple de l'hypocrisie européenne. Ce qui se passe très concrètement, c'est que, pour 3 ans, l'Union européenne a autorisé le glyphosate. Sans délai d'interdiction, parce que ça, En Marche a raconté n'importe quoi là-dessus. Ils n'ont pas dit dans 3 ans on interdit, non. Dans 3 ans, on en rediscute. Et Macron revient à la maison en disant « Ouh, génial, grosse victoire, etc. J'ai gagné, je mène le rapport de force en Europe. » Tout ça, c'est n'importe quoi. Or, c'est une décision, et je pèse mes mots, c'est une décision criminelle. Elle est criminelle, c'est-à-dire que c'est comme l'amiante, c'est comme le chlordécone, c'est comme un tas de sujets de cet ordre-là. On sait que ça tue, et on continue à employer ce produit-là, à l'autoriser. C'est-à-dire que c'est des décisions qui tuent. Donc cette Europe qui est censée nous protéger est aussi une Europe qui tue. Il n'y a pas que le glyphosate. Le glyphosate, c'est un étendard que ça comporte, mais c'est l'ensemble des produits néonicotinoïdes et des pesticides qui posent un problème lourd à la santé publique, qui dégagent parce qu'ils sont en train de nous tuer. C'est clairement le message que nous devons délivrer. La première victime de ce système-là, c'est les paysans. C'est ceux qui travaillent dans ces conditions terribles. Maintenant, il faut mener les combats, et nous pourrons les mener au niveau européen, aussi avec nos députés. Il y a un impératif, je vais assez vite, mais il y a un impératif à la relocalisation de la production, par exemple. Le fait que l'atelier du monde, etc., se trouve en Asie, qu'on ne cesse de déménager les marchandises, est complètement irrationnel du point de vue écologique. Le fait qu'il ne cesse aujourd'hui de négocier des traités de libre-échange au niveau européen, constituant des marchés considérables, est là aussi une décision complètement criminelle. Parce que ce sont les conditions de survie de l'espèce qui sont menacées par ce genre de décision. Nous avons mis, avec l'ère industrielle, le doigt dans un engrenage qui nous dépasse désormais, et ces gens-là continuent à foncer. À foncer impunément, en disant bah, tant pis, on va augmenter les émissions de gaz à effet de serre, etc., ça n'aura aucune espèce d'importance. Eh bien pour nous, ça en a. Et pour mettre en œuvre la transition énergétique que nous réclamons, et qui pourrait se faire au niveau européen, le 100% renouvelable au niveau européen, c'est possible. Le gouvernement portugais a réussi en avril à ce que 100% de l'énergie électrique soit produite au renouvelable. C'est des choses très concrètes et très possibles. Mais pour que les États se dotent des moyens de le faire, il faut aussi lutter contre la fraude fiscale. C'est une campagne qu'on a menée. On disait 80 milliards, mais maintenant les nouveaux chiffres, c'est 100 milliards annuels pour la France. Donc on n'est pas loin de 25% du budget de l'État, qui s'échappe, qui s'envole. C'est considérable. Et cela empêche aux services publics d'exister conformément à l'exigence de l'État-providence et de la République sociale. Un dernier point, sur l'accueil des réfugiés. On nous cherche là, la petite bête, etc. C'est ceux qui sont juste à côté, c'est toujours les pires ennemis. S'ils sont en train de disparaître dans le néant, puis ils sont racistes, etc. C'est délirant. Nous sommes la seule force politique en France qui affirme clairement qu'il faut accueillir les réfugiés conformément au droit international. La seule.
Qui va chercher des pouilles à Emmanuel Macron pour sa loi infâme asile et immigration? Où sont les beaux esprits qui, l'an dernier, nous disaient « Oh là là, il est ambigu, Jean-Luc Mélenchon ». Il n'est pas ambigu, Emmanuel Macron, quand il met des gosses 90 jours en centre de rétention. Il n'est pas ambigu quand il défend cette Europe où il y a plus de 40 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. Il n'est pas criminel de ce point de vue-là. C'est à nous qu'il faut demander des comptes sur les politiques atroces qui sont menées. Qui sera responsable historiquement de ce massacre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je termine sur un petit poème, justement, pour montrer qu'est-ce que ça peut être, l'Europe. Eh bien, que ce courant de fraternel, d'égalité, liberté, fraternité, existe depuis longtemps. Je crois qu'en témoigne ce petit poème de Yanis Rixos, que je vous lis juste rapidement. Il écrit, c'est un poème dont ce poète grec écrit en hommage à la France. Mais toi, la France, toi, notre sœur, qui a réveillé l'univers à la lueur de 1789 incendies, toi qui as lâché 1789 colombes, avec au bec un rameau fleuri d'amandier, au-dessus de tous les toits rouges de nos villages, qui a lancé 1789 hirondelles dans les fils télégraphiques du ciel pour annoncer le tout premier printemps de notre terre, tu le sais bien, toi, notre sœur, comme tes frères se sont écrits sur leurs semelles le nom de la mort, pour s'en aller avant, frappant de leurs clous sonores les sommets de leur vaillance. Souvent, nous épongeons nos yeux d'un lambeau déchiré du ciel. Souvent, nous déjeunons d'un morceau de soleil séché. Mais toi, tu sais comme seul pourrait nous rafraîchir cette pleine gourde de liberté, qui bat toujours sur le métal de notre chaîne, tandis que nous ne dormons pas, mis à la porte de la nuit. Demain, nous sortirons à l'aube, ainsi parle aussi le poète. Chacun de nous, avec 12 couples de bœuf, labourer notre champ imbibé de sang. Nous nous retrouverons alors, amis de la France, tous les deux enfants de la liberté. Au pied de l'arbre et de la fleur et du soleil, nous nous retrouverons, nous aurons le ciel pour drapeau, nous nous retrouverons pour labourer la terre de fond en comble et pour semer du blé à gros grain et des roses toutes rouges, camarades France.